Londres, 27 mai, début d'après-midi. Sur scène, Capgemini annonce une révolution, l'IA agentique, un marché qui s'élargit, une croissance qui s'ouvre. Et au même instant, dans une annexe du communiqué, une ligne fait fondre sa marge de référence, sans que personne, sous les projecteurs, n'en dise un mot. Épisode Capgemini, ce que cache le plan IA agentique. Chapitre 1, le paradoxe de Londres. 2 annonces le même jour, une seule sous les projecteurs. Le décor d'abord. Une salle à Londres, des analystes financiers, des investisseurs institutionnels et Ayman Ezzat, le directeur général, qui décrit l'avenir. Capgemini veut devenir, je le cite, le catalyseur de la transformation IA des grandes entreprises. La promesse est limpide. L'intelligence artificielle agentique, ces logiciels qui agissent et pas seulement répondent, ne va pas rétrécir le métier de Capgemini, elle va l'élargir. Plus de complexité chez les clients, donc plus de besoin d'un partenaire pour la dompter. Ayman Ezzat insiste, je le cite, déployer l'IA agentique dans toute l'entreprise, c'est une révolution d'entreprise, pas un simple déploiement de technologie. La nuance est habile, elle transforme un risque, celui d'être remplacé par la machine, en marché, celui d'accompagner les autres à l'adopter. Voilà pour la scène. Maintenant, regardez les coulisses. Le même jour, dans le même communiqué, le groupe change discrètement la règle avec laquelle il mesure sa rentabilité. Et l'effet de ce changement, c'est que sa marge de référence pour 2025 passe de 13,3% à 10,8%. Selon le communiqué du Capital Markets Day du 27 mai, c'est exactement le même résultat, la même entreprise, la même année, mais raconté avec un thermomètre différent. 2,5 points de marge qui s'évapore d'un trait de plume comptable au moment précis où l'on annonce une décennie radieuse. Un plan stratégique, au fond, c'est un document diplomatique. Il dit ce que la direction veut faire croire. Notre travail ici, c'est de lire ce qu'il range dans l'annexe. Et attention, ce n'est pas un mensonge, c'est un cadrage. Capgemini ne truque aucun chiffre. Il choisit simplement lesquels placer sous la lumière et lesquels glisser en note de bas de page. C'est le privilège de celui qui tient le micro, raconter sa propre histoire avant que les analystes ne racontent la leur. Et pourquoi s'arrêter sur une ligne d'annexe au fond ? Parce que pour un dirigeant, un investisseur, un client sur le point de signer, la manière dont une entreprise mesure sa propre rentabilité dit comment elle compte se juger pendant 3 ans. Un thermomètre qu'on change soi-même, c'est un thermomètre dont on a choisi la graduation. Et ce 27 mai, justement, les analystes ont écouté poliment, puis trouvé l'ambition un peu courte. On y reviendra. Alors une question reste ouverte, et elle commande tout le reste. Cette IA, est-ce une vague que Capgemini va surfer, ou une marée qui pourrait l'emporter ? Pour y répondre, il faut d'abord comprendre quelle maison s'avance, ce 27 mai, sur cette scène londonienne. Chapitre 2. De Grenoble au monde. Tout commence dans 2 pièces. Près de 60 ans plus tard, plus de 400 000 personnes. 1er octobre 1967, Grenoble. Un appartement de 2 pièces transformé en bureau. Aux commandes, Serge Kampf, entouré de 3 anciens collègues de chez Bull. D'après l'histoire que raconte le groupe lui-même, c'est là que naît Sogeti. Le pari de Kampf tient en une intuition. L'informatique va devenir le système nerveux des entreprises et il faudra des gens pour le construire et le conseiller. À l'époque, c'est presque de la science-fiction de bureau. Et puis tout s'accélère. En 1973, Sogeti prend le contrôle de CAP, le centre d'analyse et de programmation. L'année suivante, c'est l'américaine Gemini Computer Systems qui tombe dans l'escarcelle. De cette double prise naît, en 1975, un nom qui va rester, Capgemini Sogeti, présent déjà dans 21 pays. 13 ans plus tard, en 1988, le groupe entre au CAC 40, le club des plus grandes valeurs françaises. Le tournant suivant change d'échelle. En 2000, Capgemini rachète la branche conseil en technologie d'Ernst & Young, un coup qui, selon les chroniques de l'époque, triple d'un coup sa taille en Amérique du Nord. Puis vient l'Inde, le grand basculement des années 2000. Le groupe s'installe massivement dans l'offshore, avale Cambay, apprend à faire travailler des dizaines de milliers d'ingénieurs à distance. En 2015, il s'offre l'américano-indien Highgate pour 4 milliards de dollars. Et en 2019, la plus grosse acquisition de toute son histoire, Altran, le spécialiste de l'ingénierie, qui propulse les effectifs au-delà de 250 000 personnes et donne naissance à Capgemini Engineering. La dernière pièce en date, c'est WNS, racheté pour muscler les opérations intelligentes. Et un fil rouge court sous cette accumulation. À chaque décennie, le groupe monte d'un cran dans la chaîne de valeur. Au départ, la programmation pure, le code écrit à façon. Le conseil haut de gamme arrive avec Ernst & Young, l'ingénierie de produits avec Altran, jusqu'à ne plus se présenter comme un simple prestataire informatique, mais, selon ses propres mots, comme un partenaire de transformation des entreprises. La montée en gamme est bien réelle. Reste à savoir si l'IA va la confirmer ou la renverser. Résultat aujourd'hui, un groupe de plus de 420 000 personnes, dans plus de 50 pays, 22,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025. La belle histoire, c'est celle-là.
D'un 2 pièces à Grenoble jusqu'à une multinationale présente sur tous les continents, une mondialisation heureuse, portée par un bâtisseur. Serge Kampf, lui, aura tenu les commandes opérationnelles jusqu'au milieu des années 90, gardé la présidence jusqu'en 2012, avant de s'éteindre en 2016. Le groupe revendique aujourd'hui près de 60 ans d'histoire et une devise en forme de promesse, Make it real, rendre les choses réelles. Mais quand on relit cette saga, un motif saute aux yeux. Presque chaque saut d'échelle a été acheté plutôt que bâti de l'intérieur. La croissance par acquisition n'est pas un accident chez Capgemini, c'est sa langue maternelle. Gardez ce détail en tête parce qu'il va ressurgir. Chapitre 3. Le tour de cadran comptable. On n'a pas changé le résultat, on a changé le thermomètre. Revenons donc à cette ligne discrète du 27 mai. Capgemini adopte un nouvel indicateur phare de rentabilité. Il l'appelle le résultat opérationnel ajusté. En clair, c'est le bénéfice d'exploitation avant les charges liées aux acquisitions qui sont pour l'essentiel non décaissées. Jusque-là, rien de choquant. Le vrai geste est ailleurs. Ce nouvel indicateur réintègre des coûts que l'ancien mettait soigneusement de côté. La rémunération en actions versée aux salariés et les coûts de restructuration. Expliquons vite. La rémunération en actions, ce sont les titres distribués aux salariés et aux dirigeants en plus du salaire. Ça ne sort pas en liquide, mais ça dilue les actionnaires existants, donc ça a bel et bien un prix. L'ancien indicateur le mettait poliment de côté, ce qui flattait la marge affichée. Or, ces coûts-là sont bien réels. Et les restructurations ne sont pas théoriques. Le groupe a lancé un plan baptisé Fit for Growth qui pèsera, pour la seule année 2026, environ 200 millions d'euros de décaissements supplémentaires, toujours selon le communiqué. C'est exactement le genre de dépenses que l'ancien indicateur poussait sous le tapis et que le nouveau, lui, regarde en face. Les remettre dans le calcul, c'est se mesurer plus honnêtement. Mais c'est aussi abaisser mécaniquement le point de départ. Et c'est précisément ce qui se passe. Selon le communiqué, la marge opérationnelle de 2025, 13,3% dans l'ancien format, ne vaut plus que 10,8% dans le nouveau. Alors posons la lecture froide. Sur le fond, le changement se défend. Un indicateur qui inclut tous les coûts reflète mieux la performance tout compris du groupe, c'est même plus vertueux. Mais sur la forme, regardez ce que ça permet de raconter. L'ambition pour 2028, c'est une marge de 12,1 à 12,3%. Partant de 10,8, ça ressemble à une belle ascension, une progression de 130 à 150 points de base. Avec l'ancien chiffre de 13,3 en tête, on aurait au contraire parlé d'une marge qui stagne, voire qui recule. Même destination, récit inversé. La question premium n'est pas de crier à la manipulation, il n'y en a pas. Elle est de savoir qui capte la valeur de ce nouveau cadrage. Et la réponse, c'est le récit de la direction, qui s'offre une pente flatteuse pour les 3 années à venir. Le nouveau format s'appliquera à partir de 2027, le temps que la base devienne la nouvelle normale. Et le calendrier est soigné. Le cadre rénové n'entre en vigueur qu'avec l'exercice 2027, d'abord sur les perspectives, puis sur les comptes du premier semestre. De quoi laisser au marché et à la presse le temps de s'habituer au chiffre de 10,8, avant qu'on ne mesure les progrès en partant de lui. Rien d'illégal, encore une fois. Mais changer la règle au milieu du match se remarque, surtout quand le changement avantage celui qui tient le sifflet. Reste à savoir si, derrière le thermomètre, la croissance, elle, tient ses promesses. Chapitre 4. La croissance et son moteur. Sous le grand récit IA, un chiffre organique beaucoup plus sage. Voici l'ambition de croissance affichée pour 2028. Un rythme annuel de 5,5 à 7,5% à taux de change constant. Joli sur le papier. Sauf que le communiqué précise, dans le même souffle, qu'environ 2 points de cette croissance viendront des acquisitions. Faites la soustraction. Il reste une croissance organique de l'ordre de 3,5 à 5,5% par an. Solide pour une entreprise de cette taille, mais ce n'est pas l'explosion qu'un mot comme révolution laisse imaginer. Et pour 2026, l'écart est encore plus net. Le groupe vise 6,5 à 8,5% de croissance, mais en attribue 4,5 à 5 points au seul effet des rachats. Autrement dit, l'essentiel de la croissance de l'année qui vient sera acheté, pas généré. Vous voyez le motif réapparaître, la langue maternelle de Capgemini. Depuis le 2 pièces de Grenoble, c'est la croissance par acquisition. Le plan IA agentique n'efface pas cette habitude, il la prolonge. Cela dit, le groupe ne vend pas que du rachat. Il identifie 5 gisements de valeur ouverts par l'IA et 2 suffisent à saisir la logique. Prenez la modernisation de la vieille dette technologique des grands groupes. Ces systèmes empilés depuis 30 ans. Longtemps trop coûteuse pour être lancée, elle redevient rentable parce que l'IA écrit et réécrit le code beaucoup plus vite. Vient ensuite une tour de contrôle des agents, comme le groupe la nomme. Car le jour où une entreprise fait tourner des milliers d'IA qui décident seuls, il faut bien quelqu'un pour les gouverner et les orchestrer. Et ce chef d'orchestre, le groupe se propose de l'être. Les 3 autres gisements prolongent la même logique. D'abord, un socle technique à reconstruire, parce qu'on ne fait pas tourner des agents autonomes sur des systèmes pensés pour l'âge du formulaire papier.
Ensuite, l'agentification des produits eux-mêmes, la façon dont on conçoit une voiture ou une machine, et c'est très exactement le terrain de Capgemini Engineering, l'héritier d'Altran. Vient enfin le plus gros morceau, l'agentification des opérations des clients, tout ce qui fait tourner la maison au quotidien, du back-office à la relation client, ce que le groupe baptise opérations intelligentes et qu'il a renforcé en avalant WNS. C'est là, reconnaît Capgemini lui-même, que se générera la valeur la plus importante. Vous voyez la mécanique se refermer. Chaque acquisition passée se reconvertit en gisement futur. Altran en bras de l'industrie agentique, WNS en bras des opérations agentiques. Mais il y a plus profond, et c'est la vraie question structurelle. L'IA agentique, pour une entreprise de service, est-ce un levier ou une menace? Tout dépend d'une chose, qui possède le processus métier du client de bout en bout. Si Capgemini ne vendait que des heures d'ingénieur, l'IA serait un poison lent. Car une IA qui abat le travail de 1000 consultants comprime le modèle facturé au temps passé. C'est la menace par substitution, la plus sournoise, parce qu'elle ne se voit pas dans les parts de marché jusqu'au basculement. Et le paradoxe est cruel. Le modèle qui a fait la fortune du groupe est justement le plus exposé. Depuis les années 2000, Capgemini a bâti sa rentabilité sur des dizaines de milliers d'ingénieurs en Inde, facturés à la journée, à un coût très inférieur au tarif occidental. Cette armée a été le moteur de la mondialisation heureuse. Mais une intelligence artificielle qui écrit le code et le corrige sans jamais dormir attaque d'abord ces tâches-là, les plus standardisables. Autrement dit, l'outil que Capgemini veut vendre menace en premier la main-d'œuvre sur laquelle il s'est construit. Le groupe le sait. C'est pourquoi il agentifie ses propres opérations avant de le faire pour les autres, quitte à raboter lui-même sa pyramide plutôt que d'attendre que le marché s'en charge. La parade qu'il met en avant, ce sont ces nouveaux ingénieurs déployés au résultat et une organisation pensée pour l'IA dès le départ. Mais l'autre lecture, plus favorable, existe aussi. Si l'IA agentique est vraiment une révolution d'entreprise, alors elle déclenche une vague de projets de transformation. Et personne n'est plus utile qu'un grand intégrateur pendant une vague pareille. Refondre le socle, gouverner cette armée d'agents, tout cela se facture en jours conseils. À court terme, l'IA pourrait donc gonfler la demande avant peut-être de la comprimer. D'ailleurs, quand le groupe détaille d'où viendra sa marge en plus, l'IA n'est qu'une partie de la réponse. Il compte aussi sur les synergies de WNS et sur les économies du plan Fit for Growth. Traduisons, une part de la marge promise ne viendra pas de la magie agentique, mais de coupe et d'intégration, les leviers les plus classiques du métier. Le pari du groupe, c'est qu'il possède le workflow, la relation avec les dirigeants, la connaissance métier, et que cette possession transforme l'IA en marge plutôt qu'en hémorragie. Le pari est cohérent, il n'est pas encore gagné, et il reste une question que le plan évite soigneusement. Qui paiera le coût de calcul de tous ces agents le jour où les tarifs cesseront d'être subventionnés par la course à la croissance? Pour l'instant, personne sur la scène de Londres ne la pose. Chapitre 5. Lire un plan stratégique en 2026. Une grille qui sert bien au-delà de Capgemini. Alors repartons avec une grille, parce que c'est ça qu'un plan stratégique doit nous laisser. Pas un avis sur Capgemini, mais une méthode pour les lire tous. Le premier geste, c'est de ne jamais gober le chiffre de croissance affiché en grand. Cherchez ce qui reste une fois retiré la part achetée, parce que l'organique seul dit la vraie vitalité. Ensuite, méfiez-vous des thermomètres qui changent. Quand une entreprise réinvente son indicateur de rentabilité l'année même où elle dévoile ses ambitions, ralentissez et demandez-vous ce que le nouveau cadran rend soudain racontable. Et puis surtout, à l'ère de l'IA, posez la question de la couche défendable. Le modèle d'intelligence artificielle, lui, se loue à l'appel et se banalise, alors que celui qui tient le processus métier du client de bout en bout transforme la technologie en marge durable. Car dans toute affaire d'IA, la valeur se loge dans une couche bien précise et rarement celle qu'on croit. Le modèle brut se loue à l'appel et se banalise en quelques mois. Les données, elles, ne pèsent que si elles vous appartiennent et se nourrissent de l'usage. Mais le seul verrou qui tient dans la durée, c'est le processus métier maîtrisé de bout en bout, et c'est précisément la couche que Capgemini peut revendiquer, lui qui opère déjà, au quotidien, les rouages de ses clients. Un dernier réflexe pour finir, demandez toujours qui paiera le coût de calcul de cette IA le jour où la course à la croissance cessera de le subventionner. Beaucoup de promesses agentiques ne sont au fond que ce paiement-là,
repoussé à plus tard. Pour Capgemini, tout se joue exactement sur cette ligne de crête, entre le consultant facturé à l'heure que l'IA menace et le partenaire qui possède le workflow que l'IA enrichit. La belle histoire, on l'a vu, c'est celle d'une maison qui a su racheter chaque virage technologique, du conseil jusqu'à l'ingénierie. À chaque fois, elle a absorbé la vague plutôt que de la subir. La question que pose 2028, c'est si l'IA agentique se rachète comme les précédentes, ou si cette fois, c'est une vague qui ne se laisse pas mettre en portefeuille. Le 27 mai, Capgemini a annoncé qu'il en serait le catalyseur. Le marché, lui, a accueilli l'ambition avec une tiédeur polie. Et c'est peut-être le signal le plus juste de tous. Entre le 2 pièces de Grenoble et la promesse agentique, il reste une chose qu'aucune acquisition ne peut acheter, la preuve par les actes. Vous écoutiez Capgemini, ce que cache le plan IA agentique. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.